Je voudrais répondre dans cette petite vidéo à quelques questions qui m'ont été posées par des amis turcs au sujet de l'intelligence artificielle et de l'autonomie des machines. Bon, un des rôles de la philosophie, c'est de catégoriser l'expérience humaine de façon à réduire le plus possible l'illusion, ou si on préfère, à trouver les concepts qui vont nous permettre de comprendre notre situation et de mieux guider notre action. Donc c'est un travail de conceptualisation. Ce travail amène souvent les philosophes à contredire l'opinion courante. Aujourd'hui, l'opinion courante est principalement propagée par le journalisme et par la fiction. Et aussi bien les journalistes que les auteurs de fiction présentent les robots ou l'intelligence artificielle comme capables d'autonomie et de conscience, que ce soit dès maintenant ou dans un futur proche. Mais à mon avis, cette représentation est fausse. Elle fonctionne bien parce qu'elle joue ou bien sur la peur d'être éliminé ou asservi par des machines. Ça, c'est l'aspect sensationnalisme du journalisme ou les récits dystopiques des auteurs de science-fiction. Donc la peur ou bien l'espoir que l'intelligence artificielle pourrait nous aider un peu magiquement à résoudre tous nos problèmes, ou pire, qu'elle représenterait une espèce plus avancée que l'homme à laquelle il faudrait céder la place. Alors là, avec l'espoir, on est ou bien du côté de la publicité, du côté du marketing, qui dit que ça va nous aider à résoudre tous les problèmes, ou bien alors à une utopie très naïve et très dangereuse, celle du remplacement de l'homme par les machines. En tout cas, dans les deux cas, l'espoir ou la peur, le ressort principal, c'est la passion ou l'émotion, et pas une compréhension exacte de ce que c'est que le traitement automatique de l'information. Pour ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence animale, bon, c'est d'abord et avant tout l'usage du langage et des systèmes symboliques. Un système symbolique, c'est un moyen de communication et de pensée dont les éléments, c'est-à-dire les symboles, ont deux aspects. Un aspect sensible, visible, audible, et cet aspect sensible, on l'appelle le signifiant, et un aspect invisible, abstrait, une catégorie, un sens, le signifié, ce que ça veut dire, si vous voulez. Et le rapport entre le signifiant sensible, le son, par exemple le son d'un mot, d'une parole, et le signifié intelligible, le sens, c'est quelque chose de conventionnel, de décidé par la société. Il n'y a aucune raison que, ou disons la principale raison pour laquelle le concept de raison se représente en français par les deux syllabes ré et zon, eh bien c'est la convention, c'est l'usage, c'est comme ça. Et la meilleure preuve, c'est que dans d'autres langues, on utilise d'autres sons, d'autres usages. Alors, ces signes avec une relation conventionnelle entre le signifiant et le signifié, les symboles, ne sont pas utilisés massivement par les animaux. Alors, ils ne sont pas capables de raconter des histoires, de poser des questions, de dialoguer, d'échafauder des hypothèses, de proposer une nouvelle version de la Constitution, etc. etc. Donc, premièrement, l'usage du langage, et qui nous donne non seulement la conscience, mais la conscience que les animaux ont déjà, d'une certaine façon, mais la conscience réflexive, la capacité de réfléchir sur les concepts que nous utilisons grâce à la manipulation des symboles, manipulation des signifiants quand nous produisons des sons ou quand nous écrivons
un texte, mais dans notre esprit, il y a un signifié qui est associé. Et alors, avec cette capacité de manipulation symbolique et cette réflexivité, viennent deux caractéristiques qui sont très spéciales, qui sont le propre aussi de l'humanité, en même temps que le langage, et c'est la complexité de nos systèmes techniques et le fait qu'il y a une histoire des techniques dans l'humanité, et également la complexité de nos institutions sociales et le fait qu'il y a une histoire de ces institutions sociales, politiques, économiques, juridiques, religieuses, etc., etc. Alors, une énorme partie de l'intelligence humaine est réifiée dans la culture, dans les connaissances qui sont accumulées par les générations précédentes et qui se sont transmises de génération en génération, qui sont déposées dans les bibliothèques et qui se trouvent maintenant dans les bases de données, etc. Cette intelligence humaine réifiée elle se trouve aussi dans les outils. La plupart des outils que nous inventons, que nous utilisons, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Donc dans l'environnement technique, elle est matérialisée, cette intelligence humaine, et aussi dans les institutions sociales, les rituels, institutions politiques, droit, la morale, etc. Tout ça dont nous héritons la plupart du temps, qui informe notre comportement, et si nous sommes intelligents, si nous avons cette intelligence humaine, c'est précisément parce que nous avons hérité de tout ça. Bon. Donc bien entendu, il y a une partie individuelle, une partie originale, mais je dirais qu'elle est marginale par rapport à la masse de l'intelligence accumulée. Ceci dit, cette intelligence personnelle ou individuelle, bien qu'elle soit marginale, est essentielle puisque c'est celle qui nous permet de progresser, d'inventer du nouveau, d'améliorer notre condition et pas simplement de reproduire ce qui nous a été transmis. Donc il y a cette dialectique de l'intelligence collective et de l'intelligence personnelle avec ce poids énorme de la culture, des systèmes techniques, des institutions. Alors maintenant, dans ce cadre, qu'est-ce que c'est que l'informatique, le calcul automatique, le computing, ou si on veut ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sachant que cette intelligence artificielle est en fait la zone la plus avancée et en même temps toujours en mouvement. C'est jamais la même chose, l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle de 2018 n'est pas tout à fait la même que celle de 1980, parce que ça existait déjà en 1980. Beaucoup de choses qui étaient considérées comme intelligence artificielle à l'époque sont considérées comme informatique banale aujourd'hui. Bon. Alors, mais il s'agit toujours de traitement automatique de l'information. Quand je dis que, puisqu'on m'a posé une question là-dessus, quand je dis que l'intelligence humaine a toujours été artificielle, je ne veux pas dire que les humains sont des robots ou des machines. Je veux dire que les humains ont toujours utilisé des procédés techniques pour augmenter leur intelligence, qu'il s'agisse de l'intelligence personnelle ou de l'intelligence collective. C'est pour ça que je dis l'intelligence humaine a toujours été artificielle, elle a toujours été techniquement augmentée. L'écriture nous a donné le moyen d'étendre notre mémoire individuelle et collective, et aussi nos capacités critiques, par exemple. Et aujourd'hui, l'Internet nous permet un accès rapide à une quantité d'informations que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Mais ce n'est pas seulement une question de mémoire, nous avons aussi des capacités de calcul, de simulation de systèmes complexes, d'analyse automatique des données, voire de raisonnement automatique, qui amplifient nos capacités cognitives. Vous voyez comment l'informatique amplifie nos capacités cognitives. Les capacités cognitives, disons, purement biologiques, celles des premiers Homo sapiens. On a aujourd'hui le même cerveau que les hommes préhistoriques et la même main, mais avec cette même capacité de manipuler les symboles et de raconter des histoires, mais en plus, on a un énorme appareillage d'enregistrement, de communication, de traitement des symboles
que nos ancêtres, que les hommes préhistoriques n'avaient pas. Et cet appareillage se branche sur la partie purement biologique de notre intelligence, celle qui est contenue dans le cerveau et qui est activée par notre langue, notre main, etc. Alors, l'informatique, le traitement automatique des données et sa pointe avancée et mouvante qu'on appelle l'intelligence artificielle est apparue dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais elle poursuit un effort multiséculaire d'augmentation cognitive qui a commencé avec l'écriture, qui s'est poursuivi avec le perfectionnement des systèmes de codage de la connaissance, avec le système de notation des nombres par position, le zéro, l'imprimerie, les médias électriques, etc. Donc, c'est dans la continuation de cette augmentation technique de l'intelligence. Et la partie névralgique de ce nouvel appareillage de traitement automatique des symboles se trouve aujourd'hui dans d'énormes centres de calcul qu'on appelle le cloud et dont nos ordinateurs et nos smartphones ne sont que des terminaux. Le traitement automatique des données se fait uniquement sur la forme sensible des symboles, sur le signifiant qui est ramené à des zéros et des 1. Les ordinateurs n'ont pas accès au signifié, au sens. Ils ne font que réarranger des éléments matériels en suivant un programme qu'on leur a donné. Bon. Puisqu'on me pose la question sur le machine learning, oui, parmi toutes les techniques de calcul qui sont utilisées aujourd'hui par l'informatique, le machine learning et le deep learning, qui en est un cas particulier, sont aujourd'hui à la mode, se développent rapidement, mais il faut se garder d'attribuer à l'apprentissage automatique plus qu'il ne peut donner. Il s'agit essentiellement d'algorithmes de traitement statistique auxquels on soumet en entrée d'énormes masses de données et qui produisent en sortie des patterns de reconnaissance ou d'action qui sont appris de ces données. Alors, non seulement l'apprentissage machine dépend des algorithmes qui sont programmés et qui sont continuellement débogués par les humains, mais en plus, ces résultats en sortie dépendent des masses de données qui leur sont fournies en entrée. Or, ce sont encore des humains qui choisissent les données, qui les filtrent, qui les classent, qui les catégorisent, qui les organisent, etc., qui préparent le traitement finalement. Et en général, aussi bien les approches logiques que les approches statistiques de l'intelligence artificielle condensent dans des machines logicielles et matérielles des connaissances, des informations, des finalités qui sont humaines. Et leur autonomie, si autonomie il y a, ne peut être que locale et momentanée. À moyen et long terme, les machines ne peuvent évoluer qu'avec nous, et vice-versa. Nous ne pouvons d'ailleurs évoluer qu'avec elles. On ne pourra pas s'en débarrasser, n'est-ce pas? Mais elles non plus ne pourront pas se débarrasser de nous. Alors maintenant, la question de l'autonomie des machines. Bon, le traitement automatique des données, il prolonge l'ensemble du système technique contemporain et il baigne dedans. Il en est totalement dépendant. On a besoin de la production d'énergie, de la distribution d'électricité, il faut produire le matériel, etc., etc. On ne peut absolument pas imaginer le système contemporain, le système technique contemporain sans l'informatique, mais on ne peut pas non plus imaginer l'informatique sans toute cette infrastructure technique. Et de la même manière, on retrouve cette symbiose ou cette interdépendance entre le système technique dans son ensemble et l'humanité. Si les humains disparaissaient, le système technique s'effondrerait immédiatement. Tout notre environnement technique est conçu, construit, utilisé, entretenu, réparé, interprété par des humains et il n'a aucune autonomie d'aucune sorte. Bon.
La technique nous apparaît autonome parce que nous projetons sur elle les effets émergents des interactions sociales, des inerties sociotechniques que nous ne pouvons pas contrôler à l'échelle individuelle. Nous avons tendance à réifier les effets de nombreuses décisions et actions humaines qui sont agrégées dans les machines et à prêter aux machines une volonté propre. Mais c'est une illusion qui nous décharge de nos responsabilités personnelles et de nos responsabilités collectives. On peut toujours dire c'est la faute de la machine, mais non, c'est pas vrai, parce que la machine, c'est une œuvre humaine, elle est utilisée par des humains, etc., etc. On peut toujours utiliser une interface pseudo-humaine ou des robots androïdes si l'on veut, mais enfin, c'est un artifice, c'est un décor. Le robot ou la machine ou le logiciel peut toujours être éteint ou débranché. Son logiciel est dans le cloud, dans les centres de calcul, etc. Cette histoire d'enveloppe humanoïde est complètement fausse. L'idée de la machine autonome, à mon avis, relève du fétichisme. On donne une personnalité à un appareil qui n'est pas un être sensible et qui a été encore une fois conçu, fabriqué, marketé, vendu, utilisé, réparé par des humains et qui finalement va être jeté à la poubelle au profit d'une nouvelle version. Donc ne leur donnons pas une personnalité autonome. On a des machines capables de traiter automatiquement des symboles. En fait, la partie signifiante des symboles. Et on a ces machines depuis moins d'un siècle. À l'échelle de l'évolution historique, c'est complètement nouveau. Nous avons donc une responsabilité. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux instruments? Alors, plutôt que de s'égarer dans le fantasme de la machine qui prend le pouvoir, pour le meilleur ou pour le pire, me semble beaucoup plus intéressant de creuser la piste d'une utilisation de ces machines pour une augmentation de l'intelligence humaine, intelligence à la fois personnelle et collective. Et c'est plutôt dans cette direction qu'il faut travailler parce que c'est la seule qui soit utile et raisonnable. Et la plupart des industriels du secteur travaillent en réalité dans cette perspective. La singularité, c'est un peu pour la galerie. Alors, si vous visez le divin, ne remplacez pas l'homme par une machine prétendument consciente. Et d'ailleurs, ne craignez pas non plus un tel remplacement, parce qu'il est impossible. Ce qui est peut-être possible dans la direction d'une certaine transcendance, d'une certaine évolution cosmique, c'est un état de la technique et de la civilisation humaine, bien sûr, dans lequel l'intelligence collective humaine pourra s'observer scientifiquement, se refléter dans le miroir numérique, apprendre, s'améliorer. Donc, la voie d'évolution que je propose, c'est celle de l'intelligence collective réflexive grâce au numérique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions.